Les 7 péchés capitaux de l'enfance. 7e chapitre, le larcin. J'associe le larcin au mensonge, dans le sombre cortège des fautes de l'enfance. Premièrement, la matière est, dans les deux cas, un tort causé au prochain. Deuxièmement, la forme est, de part et d'autre, duperie. Le voleur trompe la sécurité du propriétaire. Le menteur surprend la bonne foi de son interlocuteur. Troisièmement, le sentiment qui accompagne ces deux sortes de fautes est également la honte. Quatrièmement, le procédé est lâcheté. La victime est mise hors d'état de défense. Le propriétaire ignore, il ne peut s'opposer à la déprédation. L'interlocuteur est surpris, on a endormi sa vigilance. Cinquièmement, même conséquence. Voleurs et menteurs sont cloués au pilori. Premier point, l'enfant voleur. Est-ce possible que l'enfance ternisse de cette tâche la blancheur de ses premières années ? Hélas oui. Le corps du délit ne sera pas objet de prix. Le voleur de 5 ans ne dévalise pas les bijouteries. Il soustrait des bagatelles. Il ne défonce pas les coffres-forts. La faute cependant porte le même nom. 3 matières de larcin forment 3 degrés dans le vol commis par le jeune enfant. Premier degré, les friandises. Matière la plus commune des vols du jeune âge. La morale nous apprend que les enfants de la famille Filii familias jouissent du droit d'être nourris par leurs pères et mères. Elles ne les autorisent pas à se servir, beaucoup moins à plonger la main dans les réserves, d'où les parents se promettent de tirer leur largesse. Deuxièmement, après les comestibles, viennent les menus objets qui créent tentation à la jeunesse. Le vol est ici plus qualifié. Épingles à cheveux, boutons dorés, flacons d'essence et autres séductions des sens sont pillés d'ici, de là, tantôt dans le domaine paternel, tantôt dans celui de la mère, parfois même chez les étrangers. De menus biens sont dérobés aux frères et sœurs, aux amis, aux camarades. Troisièmement, enfin, au sommet de l'échelle, l'argent. Là, le vol revêt le caractère d'une culpabilité plus odieuse, sinon plus grave. N'est-ce pas la dernière ressemblance avec le filou ? Ce ne sont que des sous pour commencer. Ils suffisent pour acheter des marrons. On passe à la pièce blanche ou dorée. De la main du confiseur, on reçoit en retour un quart de bonbon. La conscience s'endurcit. On en vient aux billets de banque dont on achètera un livre d'images. On est devenu un véritable voleur, sinon de profession, du moins d'habitude. Hôte fort gênant contre lequel des précautions s'imposent. Il faut jucher les pots de confiture hors de la portée des mains suspectes. On ferme à clé les tiroirs. Nécessité est de contrôler sa bourse. La situation est troublante. La suspicion s'égare sur les différentes personnes de la maison. On accuse les domestiques, qui s'indignent, la gêne est générale. Le perturbateur du foyer est un enfant de 6 ans. Deuxième point. Première cause, les parents. Force est malheureusement de remonter aux parents, ici comme en toute autre matière, dans la recherche des causes, quand l'enfant présente des défauts. La loi est sans exception ou peu s'en faut. Nulle préparation professionnelle n'est impartie aux pères et aux mères de famille dans l'exercice de la plus importante des professions, la formation de l'âme humaine, à cette entrée dans la vie, d'où partent vertus et vices sur une existence d'homme. Comme du disque solaire s'échappent tous les rayons de la lumière. Pères et mères de famille, fermez donc les facultés de médecine. Décrétez qu'il faut faire pour les corps ce que vous faites pour les âmes. Rien. Nulle préparation. La médecine nous garde de la mort du corps. Vous avez à préserver vos enfants de la mort de l'âme. Aucune initiation à l'art le plus redoutable dans ses conséquences. Les générations qui sont en marche derrière nous seront à court de termes pour flétrir notre quiétude et condamner notre inertie en présence d'un intérêt qui prime tous les autres. La plainte en monte, depuis 100 ans, de la littérature catholique. Nul de nous n'en est ému. Qu'on excuse ce faible écho des grandes voix d'Ozanam, de Rondelet, de Dupanloup, Thurman, de 20 autres auxquels font concert Jules Simon, Herbert Spencer, Napoléon Ier. La science de l'éducation est formée de principes fixes, de règles positives, de méthodes déterminées
qu'il est nécessaire de connaître pour prémunir l'enfant contre la redoutable variété des vices qui la guettent. Qui l'ignore errera infailliblement. Dans le sujet qui nous occupe pour l'instant, le vol peut avoir pour première cause l'avarice des parents. Ils ne fournissent pas à l'enfant ou la nourriture, ou les jouets, ou la menue monnaie convenables à cet âge. Irrésistible, qu'on ne s'y méprenne, est la nature dans les revendications de ses droits. Vous opposez-vous à la poussée, elle rompra vos digues, elle confondra dans ses épaves l'autorité de votre personne avec la vertu de l'enfant. Votre imprudence est insensée. On rencontre dans des familles aisées des enfants qui ne mangent pas à leur faim. On les prive des sucreries nécessaires à leur croissance. Les jouets sont indispensables à l'enfance. L'occupation de cet âge consiste à jouer. Que penser de l'argent à verser aux petits ? À 6 ans, à 7 ans, il est plus judicieux de doter l'enfant de quelque monnaie que de le maintenir étranger à cet élément des transactions humaines. La gestion d'une fortune de quelques billets de 5 francs fait partie intégrante de la première éducation. Matière de sage économie, occasion de se mortifier, fonds des pauvres, la petite bourse sagement conseillée par la prudence d'une mère est le principe de nombreux avantages pour la formation morale de l'enfant. Troisième point, seconde cause, les parents encore. Les extrêmes, répétons-le, sont également préjudiciables, aussi bien l'excès en vertu que le défaut. Aux parents avares, il faut opposer les parents prodigues et les parents sans ordre. Dans l'appartement, tout est pêle-mêle, tout est fouillis, tout est au pillage. La notion de la propriété est chose inconnue dans ce foyer. Les mains de l'enfant sont sans retenue, son esprit sans principe sur le droit d'autrui. Mien et tien, ces odieux tyrans de tant d'autres familles, n'ont aucune entrée dans cet intérieur. Certes, s'il fallait choisir entre la sordidité de l'avarice et la libéralité de la prodigalité, l'élection ne ferait pas de doute. Mais il s'agit d'éducation. Effrayantes sont les perspectives qu'ouvre sur l'avenir d'un enfant l'absence complète du respect de la propriété. Sans doute, à l'intérieur de sa famille, le vol lui est impossible. Les parents sont consentants à toute déprédation. Mais le voici demain à l'école primaire, ensuite au collège, à l'école professionnelle, à la caserne. « Au voleur, au voleur !» Ce cri le poursuit d'une enceinte à une autre. Son honneur est perdu, sa carrière est brisée. Épilogue. J'ai conscience d'être sorti de mon sujet au cours de ces dernières lignes. Je vais en sortir un peu plus. Mes vues débordent la simple matière des péchés capitaux de l'enfance. Qu'on veuille donc bien m'excuser. Je reprends. Quand nous interrogeons le progrès moderne sur la cause immédiate, prochaine, directe de la perfection qu'offre aujourd'hui, en toute matière, l'industrie humaine, il nous répond la préparation professionnelle. Quand nous interrogeons maintenant la famille, pourquoi, association éducative, es-tu seule au XXe siècle, seule dépourvue de préparation professionnelle? Père et mère nous répondent, l'instinct de l'éducation nous suffit. Je poursuis. Quelle est donc cette faculté paternelle et maternelle si supérieure qu'elle exclut la précaution d'acquérir la science de l'éducation? La plus élémentaire philosophie fournit aussitôt la réponse. L'instinct est le quatrième des sens internes de l'animal, rien de plus. C'est donc sur pareil gage que vous aventurez, parents chrétiens, le sort temporel et en grande partie le sort éternel des êtres qui vous sont le plus chers. Quand nous vous signalons tant d'erreurs, tant de fautes dans l'éducation de vos enfants, répondriez-vous « L'instinct nous y a suffi ». Ce ne serait que vérité. Chers pères et mères, permettez-moi de vous le demander. Quel est donc dans votre civilisation l'art, c'est-à-dire le mode policé de faire œuvre intellectuelle et pratique, que notre génération attende du seul concours d'un sens du composé humain? Un peu plus haut que la rangée de vos sens corporels externes et internes, n'apercevez-vous pas la radieuse puissance de vos deux belles facultés spirituelles, grâce auxquelles vous êtes plus que l'animal? Mais à l'intelligence humaine, que faut-il? La science, sans quoi vide se trouverait cette faculté. Et à la science, que faut-il pour enrichir l'intelligence? L'enseignement. D'où la nécessité pour vous d'une préparation professionnelle à demander à l'enseignement de la science éducative.
Votre amour paternel et maternel sera toujours boiteux tant qu'il ne recevra pas de cette formation technique un équilibre indispensable.